Bienvenue à cette conférence des JPP. Et au nom du comité d'organisation, je remercie le professeur Alain Fischer d'avoir répondu à notre invitation pour une conférence sur vaccin, Covid, immunité chez l'enfant. Nous avons de la chance, la France a de la chance, d'avoir un pédiatre immunologiste, interlocuteur privilégié pour parler des vaccins avec nos politiques, ça doit être passionnant, et dans les médias. Déjà, Alain Fischer avait joué un rôle important, essentiel, dans l'obligation vaccinale défendue par notre précédente ministre, le professeur Agnès Buzyn, qui était venue échanger avec nous au JPP. Il paraît que c'était en 2017, c'est déjà loin, mais c'est bien resté dans nos mémoires. Le professeur Alain Fischer a joué un rôle déterminant au cours de ces 40 dernières années dans le développement des connaissances, dans les déficits immunitaires et dans leur prise en charge, avec les greffes de cellules souches, entre autres, et la thérapie génique. Juste, permettez-moi un petit souvenir personnel. J'ai eu la chance de terminer mon internat dans le service du professeur Claude Grisselli à l'hôpital Necker. C'était déjà l'IUH pour les internes. Et je suis arrivé en même temps qu'un jeune chef de clinique, plein d'enthousiasme et plein de connaissances, et chez qui on voyait d'emblée un brillant avenir. C'était Alain Fischer. Merci Alain. Merci Guy pour l'invitation, merci pour cette présentation et de rappeler quelques souvenirs. Je me souviens d'ailleurs en prolongation de ça qu'on avait écrit un papier dans les archives de pédiatrie sur les anémies hémolytiques auto-immunes qui était de l'enfant et qui, à mon avis, était un très bon papier. C'était un des premiers papiers. Et 40 ans après, je continue à m'intéresser à ça. Mais absolument, et je pense que ce qui était écrit dedans était pas mal. Bref, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc je vais vous parler d'immunité et Covid et évoquer avec vous un paradoxe que vous connaissez, qui est que d'une part, et heureusement, le Covid n'est qu'exceptionnellement une maladie grave chez l'enfant, mais que d'un autre côté, on parle quand même de vaccination, et on envisage, comme vous le savez, je vais en parler, d'entreprendre la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Ceux de 12 et plus sont déjà vaccinés, comme vous le savez. Alors j'ai essayé de décrire tout cela. Donc le Covid, c'est à la fois l'image de gauche et de droite. Je suis très fier de celle de droite parce que c'est ma petite fille qui l'a dessinée. Je trouve que c'est pas mal. À l'âge de 5 ans, je trouve que c'est pas mal. Et bref, si on regarde un peu l'image de gauche, qui est quand même un peu plus précise, donc vous savez que c'est un coronavirus, forme de couronne avec la fameuse spike qui illustre cette couronne. Et ce virus est composé d'un ARN simple brun, qui est ici en violet, entouré de la nucléocapside, qui est l'espèce de collier de perles. Voilà, c'est un gros virus, hein. Il mesure 100 nanomètres de diamètre, ce qui est très gros pour les virus. Et donc c'est un virus qui a un tropisme pour les cellules épithéliales en premier lieu, et en premier lieu respiratoire, mais pas uniquement. On peut aussi s'infecter par voie digestive, et il y a des symptômes digestifs du Covid. Voilà. Alors, je n'ai pas déclaration d'intérêt, donc comme j'ai déjà dit, et vous le savez très très bien, heureusement le Covid est dans l'immense majorité des cas une maladie bénigne ou même pas une maladie du tout chez les enfants. Si on regarde les données, en l'occurrence françaises, publiées par l'équipe de Fontanet de l'Institut Pasteur, à propos des cas de la première vague, mais les choses n'ont pas fondamentalement changé, en termes de nombre d'hospitalisations. Alors à gauche, c'est à la fois en fonction des classes d'âge et hommes-femmes, puisque les hommes sont un peu plus sensibles, un peu plus vulnérables que les femmes, et à droite, en termes de mortalité. Et vous voyez, il n'y a même pas de ségrégation à moins de 20 ans, mais c'est tout juste, il y a un trait à moins de 20 ans, mais il y a quand même, on va y revenir, à l'époque, il y avait déjà eu quelques centaines d'hospitalisations d'enfants et un tout petit nombre de décès. Et si vous comparez le risque de décès avant 20 ans et après 80 ans, vous divisez 8,3 par 0,001, ça vous donne un ordre de grandeur du facteur de risque de Covid en termes de sévérité en fonction d'un âge avancé ou d'être un enfant. Donc clairement, c'est a priori une maladie bénigne. Néanmoins, nous sommes dans la situation qui est celle-ci aujourd'hui. Elle est à peu près à jour, cette courbe, qui est le taux d'incidence par classe d'âge. Et vous voyez la courbe en verte qui monte assez vertigineusement au cours de cette 5e vague, qui correspond aux enfants âgés de 6 à 10 ans. Et on est aujourd'hui à un taux d'incidence de 1000 pour 100 000, c'est 1%.
au minimum, c'est clair que c'est une sous-estimation, un enfant sur 100 âgé de 6 à 10 ans aujourd'hui porte le virus. C'est assez considérable. Et vous voyez la pente d'ascendance, même si on espère que dans les semaines qui viennent, les choses vont petit à petit s'atténuer. Néanmoins, c'est la situation actuelle. Et aujourd'hui, à part les 30-39, et encore tout juste, le taux d'incidence est plus élevé chez les enfants que dans les autres classes d'âge. Et ça s'explique évidemment par le fait que ces enfants ne sont pas vaccinés. Vous voyez que les chiffres sont franchement plus bas pour les 11-14 ou les 15-17 par exemple. Et si on regarde les hospitalisations, évidemment les nombres sont tout petits par rapport au nombre d'hospitalisations des adultes et surtout des adultes âgés, mais néanmoins vous voyez que là aussi les courbes sont à jour. Si on prend les enfants de 0 à 9 ans, même si ça comporte un certain nombre de nouveau-nés qui sont hospitalisés par prudence, mais quand même, aujourd'hui, il y a un peu plus de 100 enfants âgés de 0 à 9 ans qui sont hospitalisés, alors qu'on était tombé en août cet été à une dizaine, donc on a 10 fois plus. Et pour les 10-19, vous voyez que la courbe n'est pas la même, qui a une petite ascension récente, mais qui est, et vous reverrez d'autres chiffres tout à l'heure, qui est significativement moindre, et on peut penser que la différence entre ces deux courbes s'explique par la vaccination des adolescents. Donc le problème, il est d'une certaine façon une certaine ambivalence entre la bénignité de cette maladie et le fait que quand même, il y a des cas et il y a quelques hospitalisations d'enfants atteints de Covid. Alors, dans un premier temps, je vais discuter qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui pour expliquer que le Covid soit une maladie bénigne, pour l'essentiel, chez l'enfant, et en second temps, je discuterai la vaccination. Donc il y a un certain nombre d'éléments, et probablement qui s'ajoutent les uns aux autres à des degrés variables, qui rendent compte de la moindre sévérité du Covid chez l'enfant. Le premier, il est évident, c'est l'absence de comorbidité en règle. Et il y a d'ailleurs sur ce point une donnée intéressante de comparaison, c'est de comparer la France et les États-Unis. Aux États-Unis, la morbidité des enfants est nettement plus élevée que celle des petits Français, en particulier en raison de l'obésité. Et il y a eu jusqu'à 10 fois plus d'hospitalisations rapportées au nombre d'enfants, bien sûr, aux États-Unis qu'en France. Mais clairement, c'est globalement l'absence de toutes les maladies connues de l'adulte qui favorise la sévérité du Covid est un élément de protection. Alors, il a été évoqué que les cellules épithéliales des enfants exprimaient moins le récepteur du virus qui s'appelle S2. C'est pas complètement clair et en toute façon, avec le variant Delta et son niveau de transmissibilité, ça joue plus. Vous avez vu les courbes de tout à l'heure qui montrent que les enfants sont potentiellement massivement infectables et infectés par le virus. Donc cet argument-là, vous pouvez l'oublier. Après, on entre dans la réponse immunitaire elle-même. Je vais vous montrer quelques éléments. Donc une hypothèse, c'est que l'immunité innée, c'est-à-dire la phase tout à fait initiale, dont je vais vous dire un mot, de la réponse immune, surtout à travers la production des interférons, soit, entre guillemets, entraînée, c'est le terme qu'utilisent les immunologistes, en anglais « trained immunity », par les infections respiratoires communes des enfants, y compris d'ailleurs avec d'autres coronavirus, et que leurs cellules soient, je vais vous remontrer ça tout à l'heure, dans un état qui permette une réponse plus rapide et plus efficace plus rapidement. Et globalement, comme vous allez voir, la réponse interféron de type 1 est plutôt plus intense chez les enfants que chez les adultes, et cela a une valeur pronostique. Je me permets un petit rappel d'immunologie sur l'interféron, comment ça fonctionne. Donc vous avez ici l'image à gauche d'une cellule qui s'infecte par le virus, vous voyez le virus tout en haut, qui pénètre dans la cellule, il peut être dans une vésicule d'endocytose, ou bien l'ARN se retrouve soluble dans le cytosol. Et donc cet ARN, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, va être reconnu par des récepteurs, des détecteurs d'ARN viraux. Donc ce sont les molécules qui s'appellent TLR7, TLR3, TLR8 dans la vésicule d'endocytose, RIG1, MDA5 de l'autre côté. Et donc ça va entraîner, donc ça c'est la phase de détection d'ARN du virus, donc détection de l'infection en l'occurrence, qui est suivi de façon immédiate d'une transmission d'un signal à travers une série de molécules dont vous avez les noms, là je n'entre pas dans les détails, et qui aboutit à une réponse. Et la réponse, c'est l'induction très rapide, ça se fait en quelques heures, de l'induction de la transcription des gènes qui codent pour les interférons de type 1, aussi de type 3 dans les cellules épithéliales. C'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'interférons différents, il y en a au moins une vingtaine. Donc cet interféron, il est produit, il est excrété, donc et l'interféron agit sur la même cellule ou d'autres cellules. Il y a un récepteur composé de 2 chaînes, il y a une voie de signalisation, et le résultat final, qui est assez impressionnant, et en bas à droite ici, c'est que les interférons induisent l'expression d'environ 600 protéines, donc c'est colossal, c'est extrêmement complexe,
et qui, à des degrés divers, vont interférer, d'où le nom d'interféron, inhiber le cycle de réplication virale à peu près à tous les stades. Donc évidemment, ceci est commun à toutes les infections virales, mais à l'évidence, comme vous allez voir, joue un rôle important dans le contexte du SARS-CoV-2. Et donc c'est la phase effectrice de la réponse. Et ça se passe en quelques heures. C'est une réponse immédiate, quasi immédiate, après le début de l'infection. Et ce qui est critique, c'est ce qui se passe, évidemment, c'est logique, au niveau de la sphère oropharyngée, parce que c'est là, pour l'essentiel, que l'on est infecté. Et on sait que les données qui sont ici ne sont pas pédiatriques, mais si on regarde dans les formes modérées de la maladie à gauche, on observe qu'il y a notamment on trouve localement beaucoup d'interférons de type 3, les interférons lambda, et on trouve beaucoup de ce qu'on appelle les ISG, ce qui était sur la diapositive précédente, toute cette série de gènes qui sont induits par les interférons, on les appelle interférons stimulated genes. Donc ça, c'est une caractéristique quand les choses se passent bien, et quand ça ne se passe pas bien, vous voyez qu'il y a moins de ISG. Et vous voyez que chez les sujets de plus de 70 ans, il n'y a pas d'effet de corrélation entre la charge virale et les interférons, donc qui suggère une mauvaise réponse interféron. Là, on est sur les sujets vraiment âgés. Mais on va voir dans un instant ce qui en est chez les enfants. Et ce qui a été montré, ce qui est résumé sur ce schéma, qui est un peu compliqué, qui m'y reprend ce que je viens de vous dire. Si on regarde, on a le virus ici, il pénètre dans les cellules, il est soit dans le cytosol, soit dans des vacuoles d'endocytose. Il est reconnu donc par les récepteurs dont je vous ai déjà parlé. Il y a des voies de signalisation qui sont un peu plus détaillées sur cette diapo que sur la précédente. Ça induit les gènes, la transcription des gènes d'interférons, la production d'interférons et la signalisation. Et à la fin, tous ces fameux ISG. À chaque fois qu'il y a une petite flèche rouge, en pointillé ou en trait continu, on ne va pas entrer dans les détails, ça indique que chez les enfants, au niveau des cellules, au niveau du nez, on trouve qu'il y a une augmentation d'expression. Donc, par exemple, les enfants expriment mieux TLR3, récepteur des ARN viraux, expriment plus cette molécule qui s'appelle IRF3, synthétisent plus, transcrivent plus les gènes d'interférons, il y a plus d'interférons. Bref, globalement, la voie de signalisation interféron est plus active chez les enfants, peut-être par cette immunité entraînée, peut-être que c'est une capacité intrinsèque des enfants, mais cela corrèle avec une meilleure réponse immune, sans qu'on puisse démontrer avec certitude que cela soit causal. Une autre façon de mesurer la réponse interféron, donc c'est à travers un score qui regroupe des données d'expression des différentes protéines induites par les interférons, toujours les fameux ISG. Et ici, vous avez des données que Frédéric Jolicoeur à Imagine Necker a obtenues, comparant le score, donc ici c'est avec les globules blancs du sang, les globules blancs lymphoïdes et monocytaires. En situation de sujets non malades, non infectés, il n'y a rien. Chez des enfants qui ont une pneumonie qui n'est pas due au SARS-CoV-2, il y a une production importante d'interférons et donc un score élevé d'ISG, c'est une échelle logarithmique, comme vous pouvez voir. Chez des enfants qui ont une pneumonie due à SARS-CoV-2 au même moment, c'est pareil, donc une forte réponse interféron. Et vous voyez que chez les adultes qui ont des formes modérées, c'est 10 fois moins, et chez les adultes qui ont des formes sévères, c'est 100 fois moins. Donc clairement, il y a une différence au bénéfice évidemment des enfants. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore évoquer? On peut évoquer l'hypothèse, cette fois-ci au niveau des anticorps, peut-être des lymphocytes T, d'immunité croisée avec les alpha-coronavirus. Alors, le SARS-CoV-2, c'est un bêta-coronavirus, sous-groupe des coronavirus. Et il faut savoir qu'il y a 4 alpha-coronavirus qui donnent des rhinites banales. C'est une des causes principales des infections des voies aériennes supérieures de tout un chacun, et notamment des enfants et des petits-enfants. Donc il est possible qu'une immunisation répétée par des infections de ce type chaque année favorise un développement d'une immunité qui croise un peu avec le SARS-CoV-2, et autrement dit, que ce ne soit plus une réponse tout à fait primaire, mais une réponse déjà presque secondaire. Et pour illustrer ce propos, vous avez ici, en fonction de l'âge, donc on va de 0,5 ans jusqu'à 70 ans, mettons, la détection en pourcentage d'anticorps qui croisent entre SARS-CoV-2 et d'autres coronavirus. Et vous voyez clairement, ce n'est pas tous les enfants, mais c'est beaucoup plus fréquent chez l'enfant qu'à l'âge adulte. Autre notion, c'est que globalement, la réponse T, donc dite adaptative, des enfants est plus intense que celle des adultes. Vous est illustré ici, en fonction de l'âge. Vous avez ici, exprimé en logarithme, peu importe, dans certaines conditions expérimentales, la production de cytokines, il y en a 2 qui sont mesurées ici, l'interféron gamma et l'interleukine 17, donc c'est 2 importantes cytokines produites par les lymphocytes T. Et vous voyez clairement qu'il y a une corrélation très claire. Plus un enfant est jeune, plus il produit de ces cytokines.
Et on sait que ce sont des effecteurs importants de l'immunité antivirale. Et puis, peut-être la donnée la plus intéressante, elle est toute récente, elle vient d'être publiée par l'équipe de Genève, c'est en fait que la réponse immune anti-Covid est plus rapidement efficace chez l'enfant que chez l'adulte. Je vais vous montrer ça. Ils ont fait un très joli travail. C'est l'équipe de Cléran Sigrist, je pense que certains d'entre vous connaissent, à Genève. Donc, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant comparé? Donc, ils ont comparé des situations d'adultes avec des formes modérées, avec la situation d'enfants infectés par le Covid, évidemment des formes modérées. Et donc, la première chose à observer, c'est la charge virale au moment du diagnostic. Vous voyez que c'est le même niveau, il n'y a pas plus, mais pas moins. Pas moins de virus présents chez les enfants qu'il n'y en a chez les adultes. Mais par contre, la cinétique de décroissance n'est pas la même. Donc, vous avez les adultes sont en... c'est mauve, je pense, ce truc-là. Et les enfants sont en bleu. Et vous voyez clairement que chaque courbe correspond à un patient. Et vous voyez bien que les courbes bleues diminuent plus vite que les courbes mauves. Donc les enfants contrôlent plus vite l'infection que les adultes, statistiquement en parlant, bien sûr. Et ceci, alors cette diapo est compliquée, vous inquiétez pas trop. Ça montre que les réponses d'immunité innée, comme les interférons et toute une série d'autres choses, diminuent plus vite chez l'enfant que chez l'adulte. En haut, les 4 cercles du haut, je vais vous dire ce qu'il y a dedans après, ça correspond à l'évaluation des cellules locales impliquées dans les réponses immunes, soit dans les 5 premiers jours d'infection, entre J6 et J14 et ainsi de suite. Et en bas sont les enfants. Et à chaque fois que vous avez ces projections, la rouge, bleue, etc., ça correspond à des familles de gènes, donc c'est l'étude de l'expression de gènes. Et vous voyez évidemment que dans la phase initiale, que ce soit chez les adultes ou les enfants, il y a plein de gènes pro-inflammatoires qui sont exprimés. Mais si on regarde la situation entre J6 et J14, chez les enfants, il n'y a presque plus rien. Moins les projections sont longues, moins il y a de présence de ces gènes, pas de ces gènes, excusez-moi, des produits de ces gènes. Et vous voyez que comparé aux adultes, il y a beaucoup moins de projections. Et ça veut dire que la réponse immune, qui est la même à peu près initialement, diminue beaucoup plus vite chez l'enfant. Et ça, c'est peut-être un autre avantage, c'est d'éviter ce que vous connaissez, qui est le fameux orage cytokinique des formes graves de Covid, qui est lié en partie à une persistance aberrante de la réponse innée inflammatoire. Donc, c'est sûrement un facteur favorable pour les enfants, sans qu'on sache pourquoi ça décroît plus vite que chez l'adulte. Et par contre, si on regarde les taux d'anticorps ou la présence dans le sang de lymphocytes B spécifiques de la spike du virus, donc à nouveau en mauve ce sont des adultes et en bleu les enfants, et vous voyez que en gros, en fonction du nombre de jours après l'infection, il n'y a pas de différence. Donc malgré le fait que la réponse soit plus brève, le produit final est à peu près équivalent, ce qu'on peut dire. Donc le résumé de ce travail, encore une fois, que je trouve très intéressant, c'est en haut, vous avez l'adulte, en bas, les enfants. Et en rouge, c'est la réponse inflammatoire, donc l'immunité innée. Et ici, c'est la réponse B, les anticorps, qui est en gros la même chez l'enfant et l'adulte. Mais ce qui est différent entre l'enfant et l'adulte, c'est la réponse inflammatoire, qui est beaucoup plus brève chez l'enfant, sans qu'on sache encore une fois pourquoi. Mais peut-être que c'est d'une certaine façon une protection contre le risque de forme grave. Ça, c'est hypothétique. Mais en tous les cas, les données telles qu'elles sont là, elles sont solides. Donc voilà, donc on a toute une série d'hypothèses. On peut imaginer qu'il y a des combinaisons de facteurs qui interviennent, qui sont entre des facteurs intrinsèques du système immunitaire des enfants, le fait qu'ils sont stimulés d'une certaine façon par tel ou tel microbe, et entre autres d'autres coronavirus, en particulier pendant la jeune enfance. Alors voilà pour ce qui est du caractère bénin. Mais maintenant, discutons quand même du fait que malheureusement, le Covid n'est quand même pas toujours tout à fait bénin chez les enfants. Donc je vous remonte la diapo que je vous ai montrée tout à l'heure, qui indique qu'il y a aujourd'hui 100 enfants en France, c'est pas beaucoup, mais c'est pas tout à fait négligeable, qui sont hospitalisés pour Covid. Il y en a eu plusieurs milliers depuis le début de la pandémie. Et c'était également le cas chez les adolescents, un tout petit peu plus même, comme vous pouvez le voir, sauf dans la période récente. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant en termes d'infection plus sévère? Bon, évidemment, l'élément le plus marqué et spécifique à l'enfance, c'est ce syndrome inflammatoire, MIS-C en anglais, Multi-Inflammatory Syndrome. Et chez les enfants, il y a à peu près 700 cas qui sont survenus en France depuis le début de la pandémie, dont 75% avant l'âge de 12 ans, je vais y revenir. Et puis, il y a aussi quand même des formes aiguës qui ressemblent à des formes de l'adulte, qui nécessitent parfois l'hospitalisation. Il y a un élément important à prendre en compte, surtout dans la perspective de la vaccination, c'est que, de façon un peu surprenante, pour moi en tous les cas, on ne retrouve pas de facteurs de risque identifiés chez 80% de ces malades, que ce soit des formes aiguës ou des MIS-C.
Ce n'est que pour 20% des enfants qu'on trouve un facteur de risque, parfois des choses flagrantes comme une greffe de moelle osseuse ou des pathologies sévères de tel ou tel type, mais ce n'est que pour une minorité des enfants. Ça ne veut pas dire que les 80% d'autres enfants n'aient pas des facteurs de risque, génétiques ou autres, mais ils ne sont pas identifiés, en tous les cas au moment du diagnostic du Covid. Donc on ne peut pas le prédire. La question du Covid long chez l'enfant, déjà, ce n'est pas très simple chez l'adulte, c'est encore moins simple chez l'enfant. Il est possible qu'il y ait des Covid longs chez l'enfant, mais ça reste un sujet débattu et assez sensible. Et une autre conséquence du Covid chez l'enfant que vous connaissez très bien, probablement mieux que moi, c'est le fait que malheureusement, les conséquences liées à la pandémie, aux nécessités de confinement, de fermeture prolongée parfois, ou moins prolongée mais répétée, de classes ont eu des conséquences scolaires, de décrochage scolaire, ou encore de telles conséquences, et parfois psychiatriques, et que c'est évidemment pas une conséquence directe de l'infection. Ces enfants ne sont pas particulièrement infectés, mais c'est une conséquence clairement de la pandémie, et ce point-là est loin d'être négligeable et pèse assez lourd. Je pense que les pédiatres hospitaliers en ont tous l'expérience à travers les enfants ayant présenté des troubles psychiatriques. Alors un mot, un peu plus de rappel, je pense que vous connaissez cela, mais sur le syndrome inflammatoire multisystémique, donc il est rare, mais c'est quand même 700 cas en France, survient essentiellement entre 5 et 15 ans. Une caractéristique, c'est une expression retardée de la maladie, c'est-à-dire que ça se voit sur ce diagramme ici. C'est là, quand on regarde, ça sont des données de mémoire américaine, vous avez ici la courbe d'expansion du nombre de cas de Covid, et vous voyez que les MIS-C sont décalés dans le temps, d'à peu près 5 semaines, et qu'en gros, les MIS-C surviennent 4 à 6 semaines après le début de l'infection. Donc c'est vraiment une pathologie retardée qui est très particulière, essentiellement d'ordre inflammatoire, mais une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que ce n'est pas une explication physiopathologique précise. Comme vous savez, il s'accompagne de fièvre, de symptômes gastro-intestinaux, de rash, et le problème, c'est le risque d'atteinte myocardique, avec des marqueurs biologiques d'atteinte myocardique, comme l'élévation de la troponine, par exemple. Il y a assez souvent des auto-anticorps chez ces patients, sans qu'on sache s'ils sont pathogéniques ou juste s'ils accompagnent ce syndrome. Donc clairement, il y a je vais vous le remontrer autrement, des marqueurs d'inflammation très forts, la production de chymiokines, donc, qui suggère une attraction de cellules du système immunitaire, notamment au niveau cardiaque. On trouve des cytokines comme l'interleukine 6 et l'interleukine 17, mais très fondamentalement, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, pourquoi certains enfants font cette complication qui ressemble au syndrome de Kawasaki, sans être tout à fait superposable pour une série de choses. Donc, quelle est la fréquence? Eh bien, c'est 60 cas par million d'enfants entre 5 et 11 ans, donc dans la population dont on va discuter pour la vaccination. Et à nouveau, je rappelle que le facteur de risque seulement connu dans 20% des cas. Donc, ce n'est pas fréquent, 60 par million, mais ce n'est pas tout à fait négligeable. Ici, vous avez une diapo qui a l'air compliquée, mais qui n'est pas si compliquée que ça, qui essaye d'aller un tout petit peu plus loin dans la physiopathologie des formes sévères de MIS-C. C'est un travail qui a été fait à Necker par Michael Ménager et d'autres, où ont été étudiés de façon systématique toute une série de marqueurs immunologiques, à la fois protéiques et géniques. Et il faut regarder le panel du milieu, où vous avez comparaison des enfants qui ont fait un MIS-C sans atteinte myocardique sévère, et à droite, ceux avec atteinte myocardique sévère. Et ceux qui ont une atteinte myocardique sévère ont toute une série de marqueurs inflammatoires particuliers. Il y a vraiment une signature, entre guillemets, inflammatoire propre aux enfants qui ont une myocardite sévère. On ne peut pas l'utiliser à titre de prédiction parce que c'est au moment où la myocardite que cela est trouvé, mais ce n'est pas inintéressant, avec ici des chymokines, des facteurs pro-angiogéniques, des cytokines pro-inflammatoires, une signalisation par la cytokine TNF et aussi des marqueurs d'hypoxie. Contrairement à la situation des autres patients de guerre. On peut, avec un tout petit nombre de gènes, en l'occurrence 25, définir le profil de ces formes sévères de myocardite. Donc, c'est une petite avancée dans la description de ce qui se passe, mais malheureusement toujours pas dans la compréhension de ce qui se passe. Voilà. Alors, si on change un tout petit peu d'éléments de discussion, combien d'enfants ont été déjà infectés par le Covid en France? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On a des données... on en aura bientôt, mais on a des données qui sont un peu anciennes maintenant, qui datent de juin, juste avant le début de la vaccination des adolescents, où pour les 0-9 ans, on avait un taux de 18% des enfants, chez 18% des enfants, on trouvait les anticorps. Chez les ados, c'était 23%. Alors, c'est probablement une légère sous-estimation parce qu'il arrive que, comme vous le savez, les personnes infectées perdent des anticorps assez rapidement. Mais aujourd'hui,
sans qu'on puisse le dire précisément, il n'est pas exclu qu'on approche 40 à 50% des enfants qui aient été infectés. Ce qui a une petite incidence sur la pratique de la vaccination, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, les autres aspects à considérer et qui peuvent avoir un impact sur la vaccination, c'est les enfants en tant que transmetteurs du virus. Et ceci a été documenté dans plusieurs études épidémiologiques. Ici, ce sont les résultats d'une étude française qui n'est pas encore publiée, d'Arnaud Fontanet à Pasteur, mais il y a des études similaires en Grande-Bretagne et ailleurs, qui montrent dans un foyer le risque d'être infecté si on a un enfant scolarisé en primaire et augmenté d'un facteur 45% par rapport au fait de ne pas avoir un enfant au foyer scolarisé en primaire. Et aujourd'hui, dans la période récente où les adolescents sont vaccinés, dans un moment où 75% des adolescents étaient vaccinés, le risque d'avoir un enfant en secondaire n'est plus un facteur de risque de transmettre la maladie aux parents ou aux autres personnes du foyer. Donc il démontre clairement sur les données épidémiologiques que les enfants, on s'en doute, mais c'est bien de le documenter, peuvent contaminer, transmettre la pathologie, l'infection, en particulier au foyer, mais éventuellement ailleurs. D'abord, avant de parler des enfants de 5 à 11, je pense que c'est pas mal de revenir un instant sur la vaccination des adolescents. Donc pourquoi celle-ci a été mise en place? Pour les 3 arguments qui sont les suivants. Le risque faible, on l'a vu, mais pas nul de formes graves, qui peuvent être prévenues, vous allez le voir, c'est aujourd'hui documenté par la vaccination. Les conséquences scolaires et psychiatriques que j'ai déjà évoquées. Je vous rappelle que les chiffres, à l'assistance publique à Paris, il y a eu entre 30 et 40% de tentatives de suicide d'adolescents en plus pendant la phase de confinement du printemps 2020, donc c'est considérable. Et il y a eu d'autres complications psychiatriques. Les pédopsychiatres, peut-être qu'il y en a parmi vous, en parleraient beaucoup mieux que moi. Et le troisième argument, c'est puisqu'on sait que les enfants transmettent, les adolescents transmettent le virus, dans le cadre d'une recherche d'une protection collective globale, en vaccinant les adolescents en l'occurrence, eh bien, on a une chance de réduire la transmission virus, donc diminuer globalement pour la population la circulation du virus. Donc c'est les 3 arguments en faveur de la vaccination. Au moment où ça a été discuté en France, on avait les données que je vais vous montrer dans un instant d'un essai clinique, maintenant de 2 essais cliniques, l'un avec le vaccin Pfizer, l'autre Moderna, en études randomisées, montrant l'efficacité de ces vaccins et une bonne sécurité. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de vaccins ARN. Sécurité néanmoins limitée parce que le nombre d'enfants inclus dans les essais n'est pas très élevé. Et la vaccination, avant qu'elle commence en France, avait débuté aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie et en Israël. Et comme vous le savez, les conditions qui sont requises pour cette vaccination, c'est l'autorisation d'un parent pour les enfants âgés de moins de 16 ans et le consentement éclairé, si possible, de l'adolescent avant de le vacciner. Et sur le plan pratique, ils peuvent être vaccinés partout. On a essayé, nous, beaucoup de pousser à ce qu'ils soient dans les établissements scolaires. Ça n'a pas très, très bien marché parce qu'il y a beaucoup de réticences et de freins. Pourtant, je pense que ce serait très, très bien de vacciner un maximum d'adolescents et peut-être d'enfants dans les établissements scolaires. C'est une façon de toucher tous les enfants, quel que soit leur milieu d'origine sociale. C'est aussi une façon de parler de la vaccination, donc faire de la pédagogie. Et il y a des pays qui ont développé largement la vaccination à l'école, la Grande-Bretagne, les Scandinaves, et qui permettent par exemple un très bon succès de la vaccination contre HPV, qui est un autre sujet, mais sujet important. Et puis l'intérêt du test TROD. J'ai évoqué à l'instant le fait que beaucoup d'enfants ont déjà rencontré le Covid, donc sont séropositifs, et donc n'ont pas a priori besoin d'avoir 2 injections. Et si on peut limiter à 1 injection, c'est très bien, ça aussi limite d'éventuels effets indésirables. Donc la volonté était, ça n'a pas été merveilleusement respecté, c'est systématiquement proposé à ces adolescents de faire juste avant la première vaccination un test de type TROD, donc rapide, de détection en quelques minutes à partir d'une piqûre au bout du doigt, de la présence d'anticorps ou pas. Alors, résultat positif, 1 injection, résultat négatif, 2 injections. Ça a été fait, mais pas assez. Je pense qu'il faudrait insister sur cette notion. L'efficacité du vaccin chez les adolescents, ici c'est les données du vaccin Pfizer, un BNT 162B2. Donc ça c'est une comparaison des titres d'anticorps neutralisants qui sont très très bons chez aussi bien la classe des 12-15, c'est même un peu mieux chez les 12-15 que les 16-25, sachant que c'est la même quantité de vaccin qui a été injecté, 30 microgrammes, c'est le vaccin usuel Pfizer. Et en termes d'efficacité, parmi les enfants inclus, il y a eu 0 cas de Covid.
Donc évidemment une très bonne efficacité, alors qu'il y en a eu 16 sur 1000 sujets inclus dans l'essai, contre 16 dans le groupe placebo. Donc c'est juste évidemment clairement démontrant l'efficacité. Donc pas d'effet indésirable détecté en dehors d'une réactogénicité, donc des épisodes fièvre, douleur locale, etc., qui n'est pas négligeable, qui est tolérable, mais évidemment à l'égard de la sécurité, effectif limité à 1000 adolescents, ce qui ne permet pas de détecter des événements qui seraient un peu moins fréquents. Et donc ça introduit le sujet qui est un peu sensible, celui du sujet des myocardites et péricardites post-vaccinales, qui sont observés essentiellement entre 12 et 29 ans pour l'instant, et pas exclusivement, mais très préférentiellement à cette classe d'âge, et curieusement chez les hommes, et curieusement après la deuxième dose. C'est, comme vous pouvez le lire un peu plus bas, 6-7 fois, c'est dans le sens horizontal, 6 fois moins environ de cas chez les personnes de sexe féminin, et très peu de cas après la première dose. Quelques cas, mais très peu de cas. Ces myocardites et ces péricardites surviennent dans la première semaine, dans l'immense majorité des cas, et sont résolutives en quelques jours, mais ce n'est pas parce qu'elles sont résolutives qu'il ne faut pas les considérer, bien évidemment. Donc vous avez ici, pour le vaccin Pfizer, la fréquence, c'est 26 myocardites en France, c'est les données françaises, mais il y a un peu plus de cas en Israël, à peu près pareil aux États-Unis. Donc chez les hommes, 26,5 cas pour 1 million de sujets vaccinés dans la condition homme de dose. Et péricardite, c'est moins, c'est 3,8. Et pour les femmes, c'est respectivement 4,4 et 2,1. Donc ce n'est pas tout à fait négligeable. Donc c'est une question qui s'est posée, qui continue de se poser sur ce risque. A priori, il y a une restitution ad integrum des fonctions cardiaques, mais est-ce qu'on peut être absolument sûr que ces personnes n'auront pas plus tard des pathologies cardiaques? On peut espérer que non, mais ce n'est pas complètement certain. Ce qu'on peut faire remarquer, c'est que le risque d'atteinte cardiaque lié à la vaccination est très inférieur au risque d'atteinte cardiaque en dehors même du MIS-C lié au Covid. En tout état de cause, c'est important de garder ça en tête, mais c'est une préoccupation qui a fait discuter et qui fait aussi discuter pour les enfants l'indication de la vaccination. Mais néanmoins, il a paru que l'analyse bénéfice-risque était favorable, ce d'autant qu'il y avait déjà l'expérience à l'étranger. Et donc cette vaccination a commencé. Et si on regarde la couverture vaccinale des adolescents, c'est la courbe bleue ici. Donc vous voyez les courbes pour les autres classes d'âge, qui se situent maintenant près de 90% pour les septuagénaires. Au-delà, excusez-moi, c'est presque 97% pour les septuagénaires et autour de 80-90 pour les autres classes d'âge. Pour les adolescents, aujourd'hui, il y a 79% des adolescents français qui ont reçu une dose, 76% de doses, ce qu'on peut considérer comme un bon résultat, plutôt supérieur à ceux des pays voisins, mais c'est quand même pas 95%. Donc ceci a été fait, et en termes de tolérance, maintenant qu'il y a une expérience sur plusieurs millions d'adolescents, on n'a pas observé plus de cas de myocardite ou de péricardite avec le vaccin Pfizer. Il y en a un peu plus avec le Moderna, mais du coup, comme vous le savez, avant l'âge de 30 ans, la recommandation est d'utiliser que le vaccin Pfizer. Alors il y a des données intéressantes qui sont sorties et qui viennent du groupe francophone de réanimation et d'urgence pédiatrique, et que François Engoulevent a eu la gentillesse de m'indiquer. C'est qu'ils ont fait une étude sur les cas de PIMS survenus chez les adolescents de plus de 11 ans, donc potentiellement vaccinés, tout récemment, en septembre et octobre. Ils ont repéré en France 33 cas d'adolescents ayant fait un PIMS ou un MIS-C, pardon, j'utilise l'autre acronyme dans cette diapositive, mais ça revient au même. Et c'est dans un contexte où 75% des adolescents étaient vaccinés. Et l'observation, c'est que sur ces 33 ados, 26 n'étaient pas vaccinés du tout, 7 avaient une dose et 0 avaient 2 doses. Donc clairement, ces résultats démontrent le fait qu'on s'y attendait, mais c'est bien de le montrer. Et leur étude va apparaître dans JAMA, là, c'est vraiment un superbe travail, démontre clairement que la vaccination prévient, en tous les cas chez les adolescents, le PIMS ou le MIS-C. Évidemment, on a envie de penser que si c'est le cas chez les adolescents, ça va être la même chose chez les enfants. Mais ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui puisqu'il n'y a pas eu d'enfants vaccinés encore. Un autre aspect de la vaccination des adolescents, c'est de voir le décrochage du nombre d'enfants hospitalisés par semaine. La courbe violette, ce sont les 0-9 ans. Ça a monté dans la phase récente, alors que ça n'a pas monté du tout. C'est resté assez bas chez les adolescents. Et on a du mal à imaginer une autre explication que l'effet de la vaccination. Donc voilà pour les adolescents, le bilan est plutôt positif, bonne sécurité.
efficacité sur les complications inflammatoires, moindre hospitalisation, plutôt une assez bonne ou même une très bonne adhésion de la population. Des adolescents eux-mêmes, très franchement, parfois les parents pouvaient être un peu plus réticents, mais clairement, je pense qu'on peut considérer que cette vaccination des adolescents a été bénéfique. Donc la question suivante aujourd'hui, c'est quid des enfants plus jeunes, et en commençant par les 5-11 ans, donc qui est un sujet de débat et parfois de débat un peu animé. Je vous ai mis 3 titres d'articles venant d'horizons très différents parus, vous voyez, en novembre, enfin récemment. En haut, c'est un éditorial du journal Science qui est un plaidoyer sans nuance en faveur de la vaccination des enfants. Mais aux États-Unis, c'est logique. Encore une fois, vu l'état de santé de leurs enfants qui est moins bon que l'état de santé des enfants français. Comme vous le savez, la Société française de pédiatrie et la Société de pathologie infectieuse de langue française ont écrit un texte le 15 novembre, plutôt réticent. Ils disent la vaccination contre le Covid des enfants âgés de moins de 12 ans n'est pas urgente en France à ce jour, parce que les cas sont relativement peu nombreux, parce que les enfants, globalement, ne font pas de forme grave, et parce qu'on n'a pas d'informations sur les risques d'effets indésirables du vaccin. Et puis, de façon plus nuancée, il y a un papier qui est sorti dans Archive Disease of Childhood, à peu près à la même période, où sont mis en avant le pour et le contre. Should children be vaccinated against COVID-19? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? À nouveau, on peut reprendre le raisonnement en termes quels arguments en faveur, qu'est-ce qu'on sait de la vaccination des enfants, qu'est-ce qu'on peut craindre et qu'est-ce qu'on peut en conclure. Donc, on peut espérer que le vaccin, surtout compte tenu des données que je viens de vous évoquer concernant les adolescents, préviennent les formes aiguës et les PIMS. Et peut-être les Covid longs s'ils existent, les Covid longs. Il est très probable qu'ils réduisent les risques de perturbation de la vie scolaire et périscolaire et donc des difficultés scolaires et d'éventuels troubles psychiatriques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 3000 classes de primaire fermées en France. Ça concerne 200 000 familles. Ce n'est pas négligeable. Et avec un taux d'incidence de 1%, ça va continuer, même si les règles de fermeture de classe ont été heureusement assouplies il y a peu. Donc ce problème n'est pas à négliger. Et puis donc, troisième argument, le même que pour les adolescents, c'est la participation, disons, à un but de protection collective, de réduire le taux d'incidence global de ces enfants et donc, par ricochet, de la population. Donc je vous rappelle, je vous ai déjà montré cette diapo, mais que la situation actuelle est celle où il y a une incidence extrêmement élevée de Covid chez les 6-10 ans, donc la population dont on parle, et que la courbe n'a pas encore commencé à s'infléchir, même si ça va finir par venir. Ça continue de monter. Donc on est vraiment en situation où il y a énormément d'enfants qui sont Covid+ en ce moment. Et incidemment, on peut craindre que dans les semaines qui viennent, en janvier, il y ait une petite poussée, logiquement, de PIMS, puisque c'est décalé de 4-5 semaines par rapport à l'infection aiguë. Alors qu'est-ce qu'on sait en termes d'efficacité et de sécurité des vaccins à cet âge? Il y a une étude faite par Pfizer avec le Pfizer à une dose de 10 microgrammes, c'est-à-dire un tiers de la dose administrée aux adolescents et aux adultes, qui a inclus 1300 enfants dans le groupe vacciné et la moitié dans un groupe placebo, avec de bons résultats, vous allez les voir, et une bonne sécurité, et qui ont induit, cela a permis d'obtenir pour ce vaccin l'autorisation de l'Agence européenne du médicament. Ça date du 25 novembre. Il en est de même aux États-Unis. Et on attend les données pour Moderna, mais qui ne devraient pas trop tarder à arriver. Voilà les données, donc, ici d'immunogénicité, donc la production d'anticorps. Chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, Pfizer, 2 doses, 21 jours d'intervalle, c'est ainsi que ça a été fait. Et on peut discuter de l'intervalle si vous le souhaitez, parce qu'il y a certains pays qui envisagent de vacciner de façon espacée entre les 2 doses, à dose de 10 microgrammes. Donc ils comparent le groupe des enfants de 5 à 11 ans avec des 16-25. Et en fait, les titres d'anticorps sont juste équivalents. Alors que ici, je vous rappelle que ces enfants ont reçu une dose 3 fois moindre que ceux-ci, donc ce qui suggère une très très bonne réponse, comparable aux adolescents malgré la dose réduite. Par rapport au poids des enfants, c'est en dessous. Et par ailleurs, on peut espérer une durée plus longue d'efficacité. Au moins déjà, on sait chez les adolescents que la protection contre les infections, alors qu'elle, comme vous le savez, elle décline très nettement vers 5-6 mois. On n'est plus qu'à peu près chez les adultes à un niveau de 40% de protection, alors qu'on part de 90%. Chez les adolescents, ça reste en plateau. Donc on peut espérer que la vaccination des adolescents, et donc peut-être des enfants, ait un effet plus durable en termes de protection, mais il faudra le vérifier. Et ça, c'est l'efficacité clinique.
Donc vous avez ici les cas cumulatifs de Covid dans le groupe vacciné en bas, 1305 enfants versus 751 enfants qui ont su le placebo. Avec la courbe se passe de commentaires, le niveau de protection contre l'infection, il n'y a pas de cas graves ici évidemment, c'est plus de 90%, donc c'est un bon résultat en termes d'efficacité. Donc le contexte actuel, l'analyse, en tous les cas de celle que nous avons faite, c'est de dire qu'on a un contexte où l'incidence est en hausse, le nombre d'hospitalisations est en hausse, le nombre de fermetures de classes est en hausse, et on attend de ce vaccin, logiquement, un bénéfice individuel, protection contre les formes graves, même si elles sont rares, protection contre la perturbation de la vie scolaire, et un bénéfice collectif. Donc reste la question du risque, qui ne peut pas être appréciée de façon sérieuse avec seulement l'analyse de 1300 enfants. Donc on a la chance de bénéficier du fait que certains pays ont commencé avant nous, et spécifiquement les États-Unis, je l'ai déjà évoqué, je n'y reviens pas. Et donc on devrait obtenir, en fait, ils ont commencé début novembre, donc si on calcule le temps qu'il y ait les 2 doses, que suffisamment d'enfants ont été vaccinés. On sait aujourd'hui qu'il y a 2 millions d'enfants qui ont déjà eu les 2 doses aux États-Unis, mais le recul après la seconde dose est encore en moyenne que de quelques jours. Mais d'ici 10 jours, je pense, on aura des données statistiquement puissantes, donc solides, sur la sécurité du vaccin chez les enfants. Les tout premiers résultats sont encourageants, mais ils sont quand même trop préliminaires. Donc si ceci se confirme dans les jours qui viennent, disons avant Noël, on peut penser, enfin en tous les cas c'est ma conviction, que l'analyse bénéfice-risque est favorable, parce qu'on serait dans un risque faible, et donc il est licite de recommander cette vaccination pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, si on raisonne au moins théoriquement, enfin ce n'est pas que théorique, il y a 4 façons de procéder. Soit on dit il est autorisé de vacciner, mais on ne fait aucune recommandation, comme c'est le cas par un vaccin sur le rotavirus, par exemple. Soit on recommande, vivement, mais on recommande. Soit on recommande et on dit il faut qu'il y ait un pass sanitaire pour les enfants. Soit on dit c'est obligatoire. C'est les 4 modalités. Je vais vous donner ma position, mais chacun est libre évidemment de penser différemment, ça se discute. Ouverture sans recommandation, l'impact sera faible en termes de santé publique, je ne vois pas trop l'intérêt. Recommandation, ça me paraît assez raisonnable, ça se situe dans le cadre de ce qu'on a fait pour les adolescents, et donc on a vu que ça a bien marché, 80% des adolescents vaccinés. Mettre en place un pass sanitaire chez les enfants, je dois dire, moi ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas ni pour des raisons éthiques, ni pour des raisons pratiques, et en fait éthico-pratiques, je dirais. Raison éthique, c'est demander à un enfant qui n'a pas son libre arbitre sur cette question d'avoir un pass sanitaire, ça ne me convient pas. Je pense que ce sont des notions antagonistes. Et par ailleurs, demander à un enfant de se promener en permanence, soit avec un bout de papier, soit pire, avec un iPhone, ah bah oui, pour montrer son QR code, bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est peut-être pas une bonne idée. Si bien que s'il fallait absolument, il y aurait mieux l'obligation, comme cela a été mis en place pour les nourrissons. Mais je pense qu'à ce stade de l'épidémie, même s'il y a quelques menaces avec le variant Omicron pour les semaines et les mois qui viennent, ça me paraîtrait pour le moins prématuré. Donc, ma recommandation, c'est la recommandation, si je puis dire. Voilà. Donc, pour finir, juste pour dire, dans l'attente, puisque a priori, cette vaccination, c'est plutôt dans... Alors, le gouvernement aime bien dire avant Noël, pour mettre la pression, mais je dirais de façon plus réaliste en janvier. D'ici là, je pense qu'il faut quand même continuer à essayer d'agir et à la fois de préserver autant que faire se peut la scolarité de ses enfants et la sécurité d'une manière générale. Il a beaucoup été plaidé pour le dépistage systématique à l'école du Covid, mais comme vous le savez, en gros, ça ne marche pas. En France, on n'y arrive pas, et certains pays y arrivent. Maintenant, il y a en place un dépistage réactif, ce qui est déjà une avancée, mais malheureusement pas le systématique. Donc évidemment, rappeler toutes les règles de respect des gestes barrières et pouvoir limiter les fermetures de classe. Ça, c'est mieux, puisqu'il y a jusqu'à peu, dès qu'un enfant était positif, on fermait la classe. Maintenant, il en faut 3, ce qui me paraît plus raisonnable. Et puis, dans l'attente, ce qui va commencer lundi prochain, c'est de vacciner les enfants avec facteur de risque. Parce que là, l'analyse bénéfice-risque n'a pas besoin d'en savoir plus, je pense. Et l'HAS a dit la même chose sur les risques de cette vaccination. Donc les doses de vaccins arrivent et devraient être disponibles, en particulier dans les hôpitaux, ce qui paraît approprié dans ce contexte, mais pas que. Ça sera possible de vacciner hors des hôpitaux, bien sûr, chez les pédiatres, les médecins généralistes et en centre. Les enfants, il y a à peu près 350 000 enfants éligibles en France pour les différentes pathologies que vous pouvez imaginer. Donc pour conclure, je dirais que les enfants, on l'a dit au début,
se défend mieux contre le SARS-CoV-2 que les adultes, c'est clair, avec une série de raisons que j'ai essayé de discuter, mais ils en sont quand même victimes, pardon, il manque un « i » aussi, ils en sont aussi victimes, directement pour quelques-uns et indirectement pour beaucoup, relativement beaucoup. Donc il faut des mesures de protection indispensables, adaptées, je n'y reviens pas sur l'école en particulier, mais de mon point de vue, ces mesures impliquent la vaccination. Des adolescents, c'est fait, des enfants de 5 à 11 ans, probablement, j'espère, ça pourra se faire assez vite. Et peut-être qu'il faudra-t-il discuter, je ne sais pas encore, on n'a aucune donnée, mais il y a des essais cliniques en cours, les enfants de 6 mois à 5 ans. Les 6 mois à 5 ans ont aussi des taux assez élevés actuellement d'incidence. Mais bon, c'est un sujet à venir en fonction du contexte dans les mois à venir. Voilà, je vais m'arrêter là. Et juste pour terminer, dans le contexte du mois de décembre, vous pouvez lire ceci. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Alain pour cette brillante présentation et merci pour ta sagesse, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans tes interventions. Si tout le monde pouvait être comme toi. Mais bon, on ne va pas rêver. Hein. Juste dire une petite info comme quoi, avec Robert Debré et Trousseau, on a commencé à vacciner dans le cadre d'un projet de recherche des enfants de 5 à 12 ans sous chimiothérapie ou ayant terminé leur chimiothérapie depuis 6 mois. Voilà, ça a commencé il y a 1 mois et demi à peu près. Les premiers ont eu déjà leur 2e injection. Bon, l'objectif, c'est aussi de voir si ces enfants s'immunisent, bien sûr. C'est pour ça que c'est un projet de recherche. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions? Oui, Gilles. La question, c'est hypothèse sur le mécanisme, la physiopathologie de la myocardite post-vaccinale. En gros, enfin, hypothèse, on peut toujours faire des hypothèses. Le mécanisme, il n'est pas connu. Est-ce que ce sont des formes de MIS-C à minima? Ce n'est pas exclu parce qu'il y a des cas qui sont discutés. Alors après, on entre dans un peu de la sémantique. Les Américains disent qu'il y a un cas de MIS-C, plus ou moins, par million de sujets vaccinés jeunes. Alors, est-ce que c'est une espèce de continuum d'un mécanisme qui serait le même, donc qui serait déclenché? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est déclenché par la spike du virus, c'est clair. Est-ce que vraiment on peut les mettre dans le même sac? Je ne suis pas complètement convaincu, parce que la cinétique des événements n'a rien à voir. Après la vaccination, c'est en moyenne 4 jours après, et avec l'infection, c'est 40 jours après. Mais je ne sais pas. Clairement, il y a un processus inflammatoire, ça c'est clair, mise en jeu l'immunité innée, localement dans les tissus cardiaques. Mais qu'est-ce qui déclenche cela? Cela dit, on revient, je ne sais pas si l'analogie est tout à fait juste, puisqu'on sait qu'il y a des différences, mais quand même, on ne connaît toujours pas aujourd'hui le mécanisme du syndrome de Kawasaki, par exemple. C'est une complication quand même que beaucoup mettent en avant. Je ne parle pas des anti-vax, mais des modérés sur ce risque cardiaque. Tu as dit que le Covid lui-même, l'infection à Covid, exposait à des toxicités cardiaques de type myocardite, péricardite. Absolument. Il y a des données. Il y a des données. On en parle peu. Hein. Oui, il y a un papier israélien, un des premiers papiers sur la vaccination en vie réelle, qui comparait la fréquence vaccination de myocardite chez les sujets vaccinés à non vaccinés et infectés. Et on est dans un rapport, si je me souviens bien, de 1 à 8, quelque chose comme ça, défavorable à l'infection. Oui, c'est tout à fait clair. Bah écoutez, pour respecter le timing, merci beaucoup Alain et merci à vous.